On va accueillir Guillaume Desnaux pour un témoignage d'entrepreneur totalement engagé dans cette transition juste. Guillaume Desnaux, donc, bonjour Guillaume, bienvenue. Bonjour à tous. Co-fondateur d'Allenvie et coprésident de la communauté des entreprises à mission. Voilà, on peut s'installer ensemble. Je le disais, vous êtes donc un entrepreneur dans le secteur du grand âge. Peut-être d'abord, Guillaume, expliquez-nous un peu ce que vous faites. Oui, donc en fait, depuis maintenant presque 8 ans, avec deux amis qui, comme moi, n'avaient rien à voir avec ce secteur du grand âge, qui s'appelle Clément et Thibault, on a créé Allenvie, qui est donc une entreprise à mission, on va y venir plus tard, dont la raison d'être est d'humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide et de soins, en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques de notre secteur. Donc c'est un vaste programme, vous allez me dire, et ce vaste programme, on s'y attelle aujourd'hui au travers de 3 activités. La première, c'est Allenvie, une activité d'aide à domicile aux personnes âgées avec un modèle d'organisation du travail qui revalorise les professionnels. Et je vais vous expliquer comment. La deuxième activité, c'est Compagnie. C'est une organisation qui forme et accompagne des professionnels et des structures dans le secteur du médico-social, notamment sur tout ce qui est soft skills et nouvelles formes d'organisation du travail. Et la troisième, c'est Bien commun. Ce sont des habitats partagés et accompagnés pour des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, généralement la maladie d'Alzheimer. Alors, au lieu de vous faire une description, je vais vous raconter peut-être un peu comment ça a commencé. Il y a 3 ans, Thibault, Clément et moi, voilà, nous on se connaissait d'HEC il y a plus de 20 ans maintenant. On avait fait des carrières dans des grands groupes, moi déjà un peu dans l'entrepreneuriat. Et puis, comme beaucoup, j'imagine, on était sensible au sujet de la perte d'autonomie. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un peu l'inverse de ce que font d'habitude les entrepreneurs. On n'a pas fait d'études de marché, parce que si on avait fait une étude de marché, on se serait dit surtout ne pas se lancer dans l'aide à domicile aux personnes âgées, parce que c'était 10 ans après l'ouverture du marché à la concurrence, c'était déjà saturé d'offres. Et d'ailleurs, autour de nous, beaucoup de gens nous disaient « Mais pourquoi vous allez dans ce secteur? C'est compliqué, il faut embaucher des gens. » Donc, on voit dans le paradigme de l'entrepreneuriat, souvent, si on embauche des gens, c'est mauvais signe. Donc, c'est déjà un signe que peut-être parfois certaines choses fonctionnent mal. Et nous, au contraire, on s'est dit bah, on va creuser. Et pour creuser, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré des dizaines d'auxiliaires de vie qui font le job au quotidien. Et finalement, le constat qu'on a fait, dont on ne s'est pas départi depuis et qui guide tout ce qu'on fait, c'est que dans ce métier, on avait complètement déshumanisé le travail par une forme de néo-taylorisme. Donc, quand on discute avec une auxiliaire de vie, souvent, une des histoires qu'on entend le plus, c'est moi, j'étais chez Madame Intel, elle avait besoin de moi 5 minutes de plus. C'est pas un besoin juste client, c'est un besoin humain profond d'un lien, d'une empathie. Et par contre, mon entreprise avait décidé que le critère qualité, c'était la ponctualité. Elle avait mis une pointeuse chez la personne et du coup, je devais absolument partir. Et j'avais cette injonction contradictoire. Moi, je savais que cette personne avait besoin de 5 minutes de plus. Je savais que celle d'après pouvait attendre 5 minutes de plus. 5 minutes. Mais je n'avais pas le droit de prendre cette décision parce qu'on avait décidé que le critère qualité, c'était la ponctualité et que ça avait été décidé dans les bureaux par d'autres personnes. Alors ça paraît anecdotique, mais en fait c'est une histoire que vous entendez énormément et vous vous rendez compte que pour faire finalement de la qualité apparente, on impose comme ça une forme de travail prescrit à des gens qui sur le terrain savent mieux comment travailler. Et donc nous, ce qu'on a imaginé, en fait on ne l'a pas vraiment imaginé parce qu'on s'est beaucoup inspiré d'une solution aux Pays-Bas qui s'appelle Buurtzorg, qui a été popularisée par un livre de Frédéric Laloux. C'est une organisation qui a révolutionné là-bas le soin infirmier à domicile et qui a maintenant près de 12 000 employés avec un système d'équipe autonome. Et donc en fait, on a créé un service d'aide à domicile où les auxiliaires de vie sont salariés, sont en CDI, sont à temps plein généralement, et ensuite travaillent en équipe autonome sectorisée, où elles, je vais dire elles parce que ce sont en majorité des femmes, mais il y a aussi quelques hommes, eh bien, elles gèrent en autonomie leur planning, elles décident qui elles recrutent dans leurs équipes, elles gèrent la relation avec les familles. Et en fait, ça permet d'avoir des professionnels qui sont réellement engagés. À titre d'exemple, on a un taux d'absentéisme qui est de l'ordre de 6%, qui est à peu près la moyenne d'une entreprise classique, là où dans d'autres entreprises du secteur, vous êtes plutôt à 15 ou 20%. Et aujourd'hui, c'est à peu près une centaine de salariés qui travaillent chez Allenvie, à Paris et en petite ceinture. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en étant focalisé sur cette mission, assez vite, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas... au début, on avait fait des beaux business plans en disant parce que on va avoir un super cadre de travail, par magie, tous les salariés vont venir travailler chez nous. Et puis comme on manque de salariés dans ce secteur, tous les clients vont venir et puis on va prendre plein de parts de marché sur ce marché de 8 milliards. Donc on avait des super slideshows où ça s'était marqué. Sauf que ça c'est pas... C'était la théorie. Voilà, c'était la théorie. La pratique, c'est que quand vous voulez faire du mieux-disant au niveau humain dans un métier de service, en réalité, vous ne faites pas une croissance en forme de hockey stick, comme on dit sur les business plans. Donc, par contre, ce qu'on a vu, ce qui était intéressant, c'est que finalement, d'autres structures d'aide à domicile
avaient envie de transformer leur modèle d'organisation. Donc on a d'abord créé un collectif assez informel avec elles. On échangeait des bonnes pratiques et puis on a embarqué des dizaines de structures d'aide à domicile, associations ou entreprises dans des transformations managériales. Et ça nous a amené finalement à avoir un impact important et à créer une autre activité qui est Compagnie, qui est donc une activité de formation et d'accompagnement pour d'autres structures du médico-social. Donc au départ le domicile, mais aujourd'hui on travaille beaucoup pour les grands groupes d'EHPAD comme Domus Vie, la Croix-Rouge ou Emeis, ex-Orpea. Finalement, le constat qu'on a fait en développant notre activité d'aide à domicile, c'est que dans ce secteur, très peu des métiers qu'on dit peu qualifiés, en réalité, ils sont extrêmement qualifiés, mais c'est des compétences qu'on a du mal à reconnaître. Et notamment, ils sont très qualifiés en termes de soft skills. Et on a vu qu'il y avait un immense paradoxe, c'est que on formait très peu, et quand on formait, c'était à des gestes techniques et pas à la gestion de ses émotions, le développement de l'empathie, la communication, la collaboration, l'humain. Et aujourd'hui, c'est un immense paradoxe, c'est-à-dire que je suis sûr que vous, dans la salle, vous êtes cadre dans des institutions financières, si j'ai bien compris où on est à peu près. Eh bien, vous êtes sûrement biberonné maintenant de formation aux soft skills pour pas faire un burn-out ou casser votre ordinateur sur la tête de votre voisin un matin de profond désespoir. Eh bien, quelqu'un qui est auxiliaire de vie, qui travaille souvent à temps partiel subi, payé à peine au-dessus du SMIC, voire au SMIC, voire en dessous, dans certaines conventions collectives. C'est malheureux, mais c'est vrai. Vous êtes dans les transports toute la journée, vous travaillez avec des personnes âgées dont la moitié, en gros, ont des troubles cognitifs. Vous êtes avec des aidants familiaux qui sont en burn-out. Eh bien, pour certains, eh bien, personne n'a jugé utile de mettre dans votre formation ni initiale, ni formation continue, qui est à peu près inexistante, n'a jugé utile de mettre des soft skills, donc de comment vous gérez vous-même vos émotions, votre bien-être, comment vous communiquez, comment vous collaborez. Et donc, nous, on a créé des formations certifiantes sur les soft skills dans le métier. Aujourd'hui, on a formé plus de 4000 professionnels. Et voilà, et on essaye d'accompagner les grands groupes dans le secteur aussi à se transformer, y compris leur modèle d'organisation, pour redonner de l'autonomie aux professionnels, parce qu'on pense que c'est vraiment un des leviers pour réattirer des professionnels dans ces métiers, parce qu'aujourd'hui, vous savez peut-être, mais tout le secteur des EHPAD, du soin, n'arrive plus à attirer de professionnels. Et je dis juste une petite parenthèse, c'est une diversification, c'est intéressant aussi, parce que ça montre que l'entrepreneuriat, finalement, à mission, obéit à des leviers différents de l'entrepreneuriat classique, parce que si on avait pris le rulebook de l'entrepreneur, on n'aurait pas lancé une diversification finalement à peine 2-3 ans après avoir lancé la boîte. On avait un petit volume d'activité, mais on l'a fait finalement par conviction, parce qu'on s'est rendu compte que notre projet d'entreprise, c'était plus d'essayer de faire changer le secteur que juste développer une entreprise qui fonctionne différemment des autres et de se dire c'est super, on fonctionne différemment des autres. Et donc on l'a fait pour ces raisons-là. Et aujourd'hui, l'activité de formation et d'accompagnement est une de celles qui nous tire le plus aussi en termes économiques. Donc voilà, des choix qui paraissent pas rationnels selon une certaine rationalité, quand on le fait avec cohérence, finissent par être pertinents aussi. Et la troisième activité dont on va peut-être plus parler, c'est bien commun. Donc ce sont des habitats partagés pour des personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer. Là, on s'est rendu compte tout simplement, en accompagnant des centaines de personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer chez elles, qu'en fait aujourd'hui, vous avez sans doute déjà, pour certains, connu des gens dans cette situation. Eh bien, la vie à domicile est très vite très compliquée quand on a des troubles cognitifs. Il y a une forme d'isolement qui se crée assez vite parce que c'est une maladie qui fait peur par effet miroir et donc les proches viennent moins voir la personne. On quitte souvent les activités sociales, associatives ou autres qu'on peut faire. Quand il y a un conjoint ou une conjointe, le face-à-face est parfois difficile, y compris pour l'autre partie. Et aujourd'hui, la seule solution qui est proposée, finalement, c'est l'EHPAD, qui est un lieu très hôtelier, hein, c'est son nom d'ailleurs au départ, où tous les gestes de la vie quotidienne que vous pouvez parfois encore faire, hein, parce qu'il y a plein de gens qui reconnaissent plus leurs enfants, mais qui savent très bien éplucher des pommes de terre, tailler un rosier. Si c'est des gestes qu'ils ont fait toute leur vie, c'est pas du tout la même mémoire. Eh bien, toutes ces activités du quotidien, et puis la vie sociale qui est très importante, la stimulation, les connexions avec d'autres personnes, vous l'abandonnez très vite quand vous arrivez en EHPAD. Et ce qu'on a vu toujours, nous, en fait, on n'invente pas grand-chose. On regarde à l'étranger. Donc en Allemagne, vous avez plus de 3000 lieux qui ne sont pas des EHPAD pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, qui sont en fait des colocations, un peu comme des colocations d'étudiants dans une grande maison, 8 à 12 personnes, sauf que vous avez évidemment des professionnels qui sont là pour accompagner les personnes âgées à vivre tout simplement, préparer les repas, les prendre, avoir des activités de stimulation, être bien soigné par la médecine de ville autour, avoir des relations avec
toute la communauté d'aidants familiaux qui est autour. Et donc on a 2 maisons aujourd'hui qui fonctionnent près de Paris, à l'Aïle les Roses et à Rueil-Malmaison. On a 3 autres en travaux et puis des dizaines d'autres à venir bientôt. Et ce modèle de colocation de personnes âgées, il s'inscrit totalement dans cette notion qui nous intéresse aujourd'hui, cette notion de transition juste. Effectivement, je pense qu'il est assez illustratif. Alors je vais présenter les choses d'une manière peut-être presque caricaturale, mais pour bien essayer d'enfoncer le clou, mais finalement pas tant que ça. Je pense qu'en gros, nous, ce qu'on essaye de faire avec l'habitat partagé, si vous voulez, c'est de répondre à un sujet dont on parle moins que la transition écologique, mais qui arrive très vite, qui va arriver, dont les effets vont se faire sentir très très vite, puisque vous savez que là, on est l'année prochaine, on est aux 80 ans du baby boom. Donc en fait, la grande perte d'autonomie, la grande dépendance vient après 80 ans. Et donc en réalité, on n'est pas encore dans le moment où la France va connaître ce qu'on appelle le choc démographique. Par contre, il va arriver là dans les prochaines années. Donc il y a une transition démographique qui va avoir lieu. Et nous, notre ambition avec Bien Commun, c'est de se dire comment on répond à la transition démographique en apportant aussi des réponses à la transition sociale qui est nécessaire, à la transition environnementale. Et donc, je vais essayer de montrer comment, donner l'exemple de ce que fabrique un EHPAD et ce que fabrique une maison bien commun et comparer les deux et voir comment dans les logiques financières et les logiques business derrière, c'est assez différent. Si vous voulez, le modèle de l'EHPAD, c'est finalement un modèle assez industriel où on s'est dit, il faut répondre en masse à un besoin. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui ne peuvent plus être chez elles. C'est ce qu'on a fait dans les dernières décennies. Pas tellement parce qu'il y avait beaucoup plus de personnes âgées, mais surtout parce qu'elles ne pouvaient plus vivre chez elles avec leur famille. Il y avait un changement culturel sur les solidarités familiales. On s'est dit finalement, il faut répondre en masse aux besoins, donc on va faire ce qu'on sait faire, économie d'échelle. Un peu ça, c'est un dogme bien ancré, je pense, dans beaucoup de logiques business. Désolé Hélène si j'empiète sur des choses que tu vas dire. Mais économie d'échelle, on a fait quoi? On a construit des parallélépipèdes de béton en périphérie des villes, parfois à l'intérieur quand il restait quelques parcelles vertes dans certaines villes. Et on a mis 100 chambres pour personnes âgées avec un truc en France, on sait bien faire, bien normé au niveau centralisé par notre état jacobin qui a dit voilà comment ça doit fonctionner. Et ça, les financiers et certains groupes ont adoré parce qu'en fait c'était normé, il suffisait de reproduire le même schéma partout, de le dupliquer, voilà, exactement. Ça a fonctionné. Exactement, ça a quelque part fonctionné et puis la norme était très rassurante parce qu'on disait tant qu'on coche les cases, tout va bien. Et donc on a embauché des milliers de gens pour aller travailler dans ces EHPAD, il y a des centaines de milliers de gens qui sont allés y vivre. Et en faisant ça, on a créé un système effectivement qui a répondu de certaine manière à un besoin, qui a créé des modèles économiques très rentables, puisqu'on a créé des champions mondiaux des groupes d'EHPAD, Orpea, Emeis aujourd'hui, Corian, etc. Mais finalement, on a aussi créé plein de coûts cachés, il faut bien se dire, parce que quand je vous dis on fait un parallépipède de béton en périphérie d'une ville, si vous êtes si on a écouté un peu l'ADEME, etc., tout de suite on peut penser on artificialise des sols, on fait créer des déplacements au niveau écologique, et puis quand on met 100 personnes âgées dans un lieu, aussi automatiquement, avec un peu les dogmes tayloristes d'organisation du travail, on va forcément siloter le travail, on va dire, il y a des personnes qui vont passer pour aller faire les toilettes, d'autres qui vont passer pour pour donner les repas, d'autres qui vont passer pour prendre les constantes, et puis c'est pas les mêmes. Et donc on a en fait quelque part un peu réifié les professionnels et on a c'est-à-dire transformé un peu en choses, si j'ose dire, et on a créé un cadre de travail qui est un peu déshumanisant, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, ces coûts cachés qui n'étaient pas apparents au départ parce que le business model était florissant, ils sont complètement en train, excusez-moi l'expression, mais ils sont complètement en train de péter à la gueule aujourd'hui du système. Ils ont pété à la gueule parce qu'il y a de l'insatisfaction aujourd'hui des personnes qui a été manifestée par le livre et tout ce qui s'en est suivi, ce qui fait qu'aujourd'hui les EHPAD n'arrivent plus à remplir alors que le nombre de personnes âgées n'est pas en train de baisser et que les EHPAD n'arrivent pas à recruter parce que le cadre de travail est vraiment peu apprécié par les professionnels. Et donc, comment nous, avec nos maisons et d'autres, on n'est pas les seuls à faire ça, finalement on essaye d'apporter une réponse différente. Effectivement, la réponse, d'un point de vue business, au départ, on se dit une petite échelle, ça va être plus dur à rentabiliser parce que vous faites une maison, puis deux, puis trois, ça va être plus difficile à rentabiliser, moins d'économies d'échelle, moins de synergie, etc. Mais pourtant, à l'inverse des coûts cachés créés par l'autre système, nous, on va avoir plein d'impacts positifs. C'est-à-dire que quand on prend une maison, déjà, on pense que, je vous ai un peu expliqué que c'est mieux pour les bénéficiaires parce qu'ils vont conserver une stimulation plus forte, les familles vont être beaucoup plus impliquées dans une relation très horizontale avec les auxiliaires de vie, horizontale entre eux, beaucoup moins culpabilisante qu'un EHPAD, qui est une institution parfois un peu froide. Donc les personnes y sont mieux, leurs familles s'y sentent mieux aussi. Les professionnels, nous on le voit, on n'a pas de turnover dans ces maisons parce qu'en fait c'est vraiment un cadre de travail mieux-disant entre le domicile où vous êtes en déplacement tout le temps et l'EHPAD où certes c'est sédentaire mais de ce que je vous ai dit c'est un peu à la chaîne entre guillemets. Et donc vous pouvez vraiment vous impliquer dans le projet de vie des personnes. Donc là on parle de transition sociale, on crée des jobs qui ont du sens et où les personnes s'épanouissent professionnellement, se développent. Et puis l'impact écologique également. Nous, nos maisons, si vous voulez, on achète des maisons dans le parc existant.
dans des quartiers où souvent il n'y a plus de personnes âgées qui habitent. On les achète d'ailleurs aux dernières personnes âgées qui sont là, qui sont souvent un couple de retraités qui ont fait construire leur maison dans les années 70. Elle fait 400 mètres carrés parce qu'à l'époque on construisait grand. Eh bien nous on la réaménage complètement, on met des isolants extérieurs, une pompe à chaleur et on y loge entre 8 et 10 personnes au cœur d'un quartier résidentiel où les aidants vont pouvoir venir à pied ou à vélo. Et donc ça, c'est un impact évidemment qui est positif aussi à prendre en compte. Donc l'enjeu maintenant, c'est d'arriver pour nous, et c'est là où c'est intéressant de travailler avec des fonds d'investissement impact, parce que je ne l'ai pas dit, mais on travaille avec des fonds d'investissement impact aussi bien pour financer notre exploitation que sur l'immobilier, où par exemple c'est le fonds Raise qui achète les murs de nos maisons aujourd'hui et qui a vendu à ces LPs un taux de rendement de 5% qui est aujourd'hui assez faible sur l'immobilier résidentiel, sur une nouvelle classe d'actifs, mais en échange a vendu vraiment de la performance extra-financière, et si bien qu'ils achètent les maisons et ensuite ils nous font un bail à impact avec des engagements extra-financiers qu'on prend, et notre bail est surenchéri si jamais on ne respecte pas ces engagements. Et ce n'est pas des engagements pipeaux, ça porte sur la formation des professionnels, sur effectivement la consommation énergétique, sur l'implication des familles. C'est des choses qu'on a définies avec eux. Mais donc voilà, aujourd'hui, l'enjeu pour développer, il est possible de développer des systèmes vraiment alternatifs qui, je pense, vont dans le sens d'une transition juste, mais il faut ensuite embarquer, si vous voulez, embarquer les financiers avec des logiques où on essaye d'aligner les intérêts pour produire, valoriser l'impact extra-financier qu'on génère. Alors Guillaume, vous avez aussi une autre casquette, je le disais en vous présentant, vous êtes coprésident de la communauté des entreprises à mission. Alors les sociétés à mission, on en parle beaucoup, c'est peut-être intéressant d'essayer de les définir un peu précisément. Bah, tant mieux si on en parle beaucoup déjà. Si vous voulez encore plus, sans trop savoir ce que c'est. Si vous voulez encore plus en parler, n'oubliez pas le 16 mai, Maison de la Mutualité, grand congrès français et européen des entreprises à mission. Donc l'entreprise à mission, petit rappel, ça a 5 ans, tout juste, loi Pacte 2019, au début du premier quinquennat, dans un éclair de lucidité, nos gouvernants ont décidé qu'il fallait réformer l'entreprise, en tout cas mettre une petite banderille pour essayer de changer, d'intégrer l'entreprise pour qu'elle réponde mieux aux attentes de la société. Donc ils ont fait une première chose qui a produit très peu d'effets aujourd'hui, mais qui en produira peut-être un jour, c'est qu'ils ont modifié un article qui datait de Napoléon dans le Code civil 1833 qui disait qu'une société devait être gérée dans l'intérêt de ses actionnaires. On avait oublié de le changer depuis Napoléon, et en fait, on l'a changé en disant maintenant une entreprise doit être gérée dans son intérêt social, avec le souci de son impact social et environnemental. Donc, personne n'a encore attaqué d'entreprise sur cette base, mais dans les faits, maintenant, la RSE n'est plus... C'est quand même bon pour vous de le savoir, parce que vous financez des entreprises, je pense, pour certains, toute la journée, où vous les analysez. C'est plus une alternative, c'est plus facultatif, la RSE, c'est obligatoire. Et la deuxième chose, c'est pour celles qui veulent plus s'engager, ils ont créé la capacité d'adopter la qualité de société à mission. Et donc, pour adopter la qualité de société à mission, eh bien, il faut faire en gros 3 choses. Inscrire dans ses statuts une raison d'être qui dit à quoi sert l'entreprise, parce qu'elle ne sert pas qu'à gagner de l'argent, c'est aussi ça l'idée derrière. Et puis des objectifs sociaux et environnementaux que l'entreprise doit poursuivre dans le cadre de son activité, qu'elle écrit dans ses statuts, donc qui sont engageants. Et pour veiller à ce qu'il y ait bien une gestion de l'entreprise au service de cette mission, qui est constituée des objectifs et de la raison d'être, elle se dote d'un comité de mission, qui est un nouvel organe de gouvernance qui va regrouper des parties prenantes. Donc il y aura au moins des salariés dedans, c'est obligatoire, mais après elle peut choisir un peu les parties prenantes qu'elle veut. Généralement, elle va intégrer des salariés, des clients, des partenaires, et puis pourquoi pas des investisseurs, des financiers. C'est pas interdit. Pour certains, ils sont de plus en plus, on le voit aujourd'hui, intéressés par aussi l'impact extra-financier de la mission. Donc évidemment, souvent, ils sont aussi dans le comité de mission. Et dernière chose qu'elle fait, c'est qu'elle va accepter de se faire auditer par un organisme tiers indépendant, qui est un peu l'équivalent d'un commissaire aux comptes pour l'extra-financier, pour les engagements extra-financiers, qui va venir tous les 2 ans vérifier qu'elle a bien mis des moyens et surtout qu'elle a atteint des objectifs au service de cette mission. Rapidement, aujourd'hui, il y a 1500 sociétés à mission en France. On peut se dire c'est beaucoup ou c'est peu. Il y a quand même 1 million de salariés qui travaillent dans une entreprise à mission. La moitié des entreprises à mission sont à Paris, le reste n'est pas à Paris. Donc ce n'est pas une tendance centrée à Paris comme la tech ou autre. Il y en a dans tous les secteurs. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des entreprises un peu pionnières et rôle modèle dans beaucoup de secteurs. Dans la banque, dans la finance, le crédit mutuel, les 2 crédits mutuels avec des engagements assez forts pour, par exemple, donner l'accès au crédit à des gens qui ont des maladies chroniques. On peut penser dans la parapharmacie, Mustela, qui a décidé d'arrêter de produire des lingettes pour bébés d'ici quelques années parce qu'elle considérait que ce produit n'était pas redirigeable écologiquement. Donc voilà, il y a de plus en plus de preuves de l'impact de ce cadre. Maintenant,
ce cadre n'est pas du tout l'alpha et l'oméga de la transition, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est société à mission qu'on a forcément une entreprise qui demain est vertueuse. C'est pas un label de vertu, c'est un cadre de transformation. C'est un outil peut-être parmi d'autres. Exactement, c'est un outil parmi d'autres. Je crois qu'Hélène va parler tout à l'heure de triple comptabilité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les entreprises qui évoluent, généralement, elles s'attaquent au sujet de différentes manières. Il y a la culture d'entreprise qui est évidemment fondamentale. Il y a le chiffre, donc les normes, le reporting, les normes comptables. Puis il y a quand même un jour, ce qui est écrit dans la Constitution, le texte qui définit l'entreprise, qui définit les rapports de pouvoir dans l'entreprise, c'est quand même intéressant de s'y attaquer. Et la société à mission permet ça. Et donc je pense que c'est une boussole, mais la boussole n'est qu'un outil. Voilà, quand vous faites une course d'orientation, vous pouvez avoir une boussole, mais il faut aussi des jambes, une bonne tenue, plein de choses. Et j'ajouterais... voilà, que vous aurez on va, j'espère, beaucoup en parler autour du congrès. Je ne sais plus ce que je voulais dire à la fin sur la société à mission. Mais voilà. C'est très bien, en tout cas, vous allez m'offrir. Oui, si, je voulais juste dire un dernier truc ouais. par rapport aux normes comptables, parce que je crois que vous allez avoir un topo là-dessus. Le parallèle qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans les entreprises une injonction permanente à l'innovation, finalement. On nous dit qu'il faut innover, innover. Je pense que beaucoup de gens ont que ce mot à la bouche, y compris les politiques. Et finalement... ce que je disais sur l'article du Code civil le montre. Aujourd'hui, si vous voulez, un juriste du 19e siècle, il comprendrait très bien comment marche notre entreprise, les rapports de gouvernance, les rapports de pouvoir. On n'a pas assez peu cherché à innover dans ce cadre-là. Et au même titre que les normes comptables, un comptable italien du 15e siècle pourrait lire votre bilan. Donc il y a un paradoxe à innover en permanence sur le quoi et pas innover sur la coquille qui sert à produire ces innovations qu'on nous demande. Oui, parce que quand on parle de transition juste, il y a des choses qui se mesurent avec des indicateurs et d'autres pas. Et en préparant cet échange, vous m'aviez dit justement, c'est ça que le monde de la finance doit vraiment toujours garder en tête. Il y a aussi tout ce qui ne se mesure pas. Oui, bah, voilà, notamment, je pense, l'intention. C'est-à-dire que évidemment, c'est nécessaire d'avoir des référentiels d'impact, des référentiels ESG. Mais il y a aussi un risque. Voilà, il y a un grand intellectuel qui s'appelle Alain Suppiot qui a écrit La gouvernance par les nombres. C'est un petit livret, une petite conférence que je vous invite à lire, mais qui montre vraiment les écueils de ça. C'est-à-dire que quand on se lance dans un indicateur bien en tête, et on le voit dans l'environnement, c'est un peu toujours le cas. À un moment donné, on va dire bon, bah, la voiture électrique, c'est génial. Donc si j'ai un KPI, par exemple, je développe des voitures électriques, c'est super. Mais on est obligé de regarder les choses parfois avec des analyses plus fines. Et je pense que c'est les gouvernances qui sont capables, donc typiquement des comités de mission, qui sont capables d'ajuster, enfin de challenger les choix de l'entreprise pour qu'elle ajuste parfois les indicateurs qu'elle se fixe en termes de transition. Et puis il y a effectivement aussi tout ce qui est du domaine de l'humain qui est plus dur à mesurer, même s'il faut quand même le mesurer, parce que je pense qu'on est dans un paradigme où de toute façon le chiffre est important, et donc en fait si on ne mesure pas, on n'arrive pas à changer les choses. Donc nous, par exemple, on essaye de mesurer quand même la création de liens qu'on fait dans nos maisons. Je pense que voilà, c'est aujourd'hui évidemment un enjeu fort que de ne pas se contenter de juste les chiffres et d'être capable aussi de valoriser. Alors, autre chose qui se mesure assez mal, je trouve, c'est l'innovation. C'est-à-dire que je peux prendre l'exemple d'innovations qu'ont pu mettre en place des entreprises à mission, comme la Camif qui décide d'arrêter de vendre le jour du Black Friday. Bah, ça, il n'y a aucun référentiel d'impact ou ESG qui lui a demandé de le faire. Donc ça, c'est parce qu'il y a une intentionnalité, alors qui s'exprime aussi à travers le leadership d'un groupe, d'une personne, mais qui peut aussi être capté par ce qu'on met dans les statuts de l'entreprise. Donc moi, j'invite les financiers, effectivement, quand ils veulent que des boîtes dans lesquelles ils investissent aient des trajectoires vertueuses, à regarder les chiffres, mais aussi à regarder le comment et à s'assurer que via la formation des leaders, Hélène pourra peut-être en parler aussi. Pardon, je spoil toute la conférence. La formation des leaders et aussi ce qu'on inscrit dans les statuts de l'entreprise, ouais. Eh bien, s'assurer qu'on joue sur toutes les dimensions. On a le temps, je pense, de dire rapidement, Guillaume, un mot d'un autre sujet qui vous tient à cœur, le rôle politique de la finance, un petit mot rapide, et puis on conclut. Oui, parce que généralement, je parle de ça quand j'interviens devant une audience de financiers, parce qu'une fois, j'étais intervenu chez BPCE, groupe que vous connaissez bien, peut-être certains sont d'une filiale ou pas de BPCE, et en fait, on me disait, j'étais venu comme ça, comme entrepreneur social, un peu témoin, parler des sociétés à mission, et puis là, ils me disent... En fait, vous, c'est facile, vous êtes dans le CARE, dans le grand âge, donc c'est facile d'être société à mission. Nous, on est banquier. Et là, je me suis permis de rappeler voilà, l'histoire de ce groupe, et qui est illustratif, hein, qui est un exemple, mais en fait, qui est illustratif du fait que la finance a toujours eu un rôle social et que ça a même été parfois porté
par des entrepreneurs sociaux. Parce que moi, je me suis un peu intéressé à l'histoire de l'entrepreneuriat. Et la Banque Populaire, par exemple, ça a été créé par un prêtre au départ, qui n'était pas là pour gagner de l'argent, mais qui, à la fin du 19e siècle, voulait donner accès au crédit aux petits commerçants dans l'Est de la France. Et c'était vraiment une mission sociale. La Caisse d'épargne, c'est un entrepreneur qui s'appelait Benjamin Delessert, qui est un entrepreneur dans d'autres domaines, banquier, et qui a créé une société anonyme à but philanthropique en 1818, à une époque où la société anonyme existait depuis 10 ans. Une société anonyme à but philanthropique, ça n'existe plus, c'est plus possible aujourd'hui. Il a inventé un statut pour l'occasion, mais ça a été créé sous cette forme-là, avec vraiment une impulsion. L'idée, c'était de dire les gens qui ont peu de moyens n'ont pas accès à l'épargne, parce qu'à cette époque, soit vous étiez riche, vous aviez des actifs, soit vous étiez pauvre, vous aviez quelques pièces dans votre bas de laine, mais dès qu'il y avait de l'inflation, vous étiez ruiné. Et donc l'idée, c'était de leur donner une possibilité de placer de l'argent à la banque. C'était Benjamin Franklin qui avait importé cette idée, et l'État ne le faisait pas, et donc il s'est dit à un moment, je vais créer une société anonyme pour le faire. Et donc, tout ça pour dire que souvent on voit qu'à la source de grandes institutions financières aujourd'hui françaises, vous avez en réalité des entrepreneurs sociaux. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a un appel parfois à ce que la finance s'implique plus, et je pense qu'il n'y a aucune pudeur à avoir, à se dire, oulala, nous on est entre guillemets, les parangons du capitalisme. C'est pas vrai. La finance a un rôle social à jouer évident. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage très inspirant, Guillaume.